Jacques, merci d'être avec nous pour lancer cette Merci. journée. Et c'est un moment important que de vous avoir, vous, pour ce lancement. Le club du 21e siècle est un club très important. Un club de réflexion important, incontournable. Beaucoup de personnalités contribuent justement aux réflexions. Je vais vous laisser nous le présenter et nous parler de l'optimisme. Parce que s'il y a des journées comme celle-là, c'est évidemment sous le sceau de l'optimisme. Faites-nous l'éloge aujourd'hui de cet optimisme. Merci beaucoup. D'abord, je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous. Je remercie toute l'équipe de NQT. Alors NQT et le Club 21e siècle ont une histoire forte ensemble, puisque le club est une association comme NQT, qui existe depuis à peu près 13 ans, et dont l'objet est de travailler, de promouvoir la diversité, l'égalité des chances. Et le club fait deux choses en gros. D'une part, il fait des actions d'influence, de lobbying auprès des pouvoirs politiques, médiatiques, économiques, pour qu'il y ait plus de diversité partout, que le pays, la France, soit plus fidèle à ce qu'elle est réellement, jusque dans ses organes de direction. Et puis, la deuxième chose qu'on fait, qui est souvent moins connue, mais qui est pour moi le plus important, c'est qu'on incube beaucoup de projets, des projets citoyens. Et NQT est un des projets qui a été incubé dans le club. Alors, Yazid Shir, le président de NQT, était membre du club. Et quand il a eu cette idée, il a demandé à un certain nombre d'autres membres du club, il y a à peu près 500 membres, de l'aider à mettre en place ce projet. Et bien sûr, ça s'est autonomisé. Et puis c'est devenu NQT, qui est une association beaucoup plus importante que le Club 21e siècle maintenant. Et donc c'est un de nos rôles. Il y a eu 4-5 projets comme ça qui sont devenus des associations autonomes, comme les entretiens de l'excellence, ou des institutions comme la FMD, l'association des managers de la diversité. Donc c'est un des rôles du club. Ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en avant aussi des profils des gens qui sont des Français, qui ont des profils de haut niveau dans tous les domaines, et qui ne correspondent pas forcément à l'idée qu'on se fait de gens de haut niveau classiquement, parce qu'ils sont d'origine étrangère, parce qu'ils appartiennent à une minorité visible, parce que ce sont des femmes, parce que ce sont des handicapés. Voilà, on essaie de montrer une face du pays qui est positive, mais qui n'est pas suffisamment connue. Voilà, en quelques mots. On va parler de l'optimisme ensemble. Parlez-nous de cet optimisme qui vous guide et surtout qui doit les guider peut-être au quotidien. Alors, je ne sais pas si l'optimisme le guide. L'optimisme, c'est un faux sujet simple. Alors déjà, j'ai découvert le sujet, je crois, hier ou avant-hier, enfin, soir tard. Et là, je me suis dit, oh là là, l'optimisme, pas de chance. On aurait pu vous faire parler. Et après, je me suis dit, mais non, c'est un super sujet. Donc ça, c'est intéressant parce que pour moi, le premier point de l'optimisme, c'est ça, c'est la capacité à regarder le réel d'une façon positive. De façon très simple, c'est la définition la plus basique. Et ça, c'est souvent assez critiqué quand vous y réfléchissez. Du coup, j'ai un petit peu réfléchi, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça me dit l'optimisme? Et puis le premier truc qui m'est venu à l'esprit, je pense que je ne vais pas être le seul, c'est Candide, vous voyez, Candide, l'optimiste, Voltaire. Et quand vous réfléchissez à ce qu'est Candide, c'est un roman qui parle que de catastrophes, le tremblement de terre de Lisbonne, l'esclavage, et en gros, Voltaire voulait en gros se moquer à l'époque de ça et de son collègue Leibniz qui disait qu'on vivait dans le meilleur des mondes. Puis la meilleure des mondes, vous pensez meilleur des mondes, Leibniz, ah oui, Aldous Huxley, le meilleur des mondes, pareil, c'est un roman sur une espèce d'utopie, dystopie sur un monde en fait horrible. Et donc, souvent quand on parle d'optimisme, c'est pour s'en moquer ou se dire que les optimistes sont des doux rêveurs, des gens qui n'ont pas vraiment les pieds sur terre et qui ne savent pas quoi faire. Donc ça, si on s'en tient à ça, effectivement, c'est un sujet. Mais bon, évidemment, le truc, c'est d'essayer d'aller plus loin. Et en fait, il y a une autre façon de voir ça. La première chose, je pense, c'est la capacité d'émerveillement. Garder un texte, sa capacité d'émerveillement, c'est le premier step d'optimisme. Alors, je me souviens que quand j'étais petit, j'avais une pensée assez saugrenue, je vous appelle le dire. Parfois, je me disais, oh là là, c'est cool d'être un être humain, parce que j'aurais pu être une pierre ou un insecte, et puis je ne saurais pas tout ce que je sais, etc. Bon. Alors, c'est complètement débile, je suis d'accord, mais en fait, fondamentalement, quand même, c'est ça. Je pense que c'est cette capacité à se dire, ce qui existe aurait pu être différent, et déjà, ce qu'on a, la chance qu'on a, la chance d'être un être humain, d'être éveillé, de comprendre le monde qui nous entoure, c'est déjà un premier step d'émerveillement, première étape. Et puis, bien sûr, il y a, au-delà du fait de voir positivement les choses et d'avoir cette capacité d'émerveillement, ce qui est plus intéressant, je trouve, et pour moi, c'est le point qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la capacité à agir sur les choses. C'est le fait de se dire qu'on peut changer les choses, que les choses ne sont pas figées, et qu'on peut les pousser vers mieux. Voilà.
Dans le contexte actuel, c'est pas quelque chose qui est simple. La première pensée qu'on peut avoir quand on regarde l'environnement actuel, c'est de se dire que les dangers n'ont jamais été aussi grands, les conflits, les risques de dissension, les problèmes de repli sur soi. On est dans une société qui vit beaucoup sur les peurs, et il y a des gens qui suscitent les peurs et qui prennent le pouvoir en Europe et ailleurs, aux États-Unis, en jouant sur ces peurs, en essayant de créer de la dissension dans la société. Et en fait, moi je pense le contraire. Je pense qu'on vit dans une époque d'opportunités énormes, qu'au fond il n'y a jamais eu aussi peu de gens sur Terre qui mouraient de conflits, qu'il n'y a jamais eu aussi que globalement on est en train de sortir de la pauvreté à l'échelle du globe, ce qui est quand même incroyable, que certes on est dans des pays anciens comme la France qui vivent mal l'émergence de nouvelles grandes puissances comme la Chine, mais que c'est aussi le signe que des millions et des millions de personnes sortent du dénuement, de la pauvreté et de l'ignorance. Et donc ça, c'est des sujets pour moi fondamentaux d'optimisme, globaux. Et puis si on revient plus micro et plus près de nos vies à nous, ce que je pense c'est qu'on n'a jamais eu autant de moyens d'agir sur le réel et sur les choses, positivement. D'abord parce qu'il y a des moyens de connaissance incroyables. Donc la génération qui est en train de naître, elle a une chance extraordinaire, c'est que voilà, tout est à portée de clic, toute la connaissance accumulée est disponible. Donc on va se retrouver avec, pour la première fois dans l'histoire, des millions de gens qui sont à la fois éduqués, qui peuvent se parler et qui peuvent échanger pour faire les choses mieux. Et donc moi j'ai une foi très forte, je suis ingénieur, donc j'ai une foi très forte dans la technologie, dans la capacité aussi de la technique et de l'ingéniosité humaine à résoudre les problèmes, à imaginer des choses qui n'existaient pas avant. Et d'ailleurs c'est vrai que il suffit de regarder 5 ans en arrière, on vit entouré de choses qui n'existaient pas il y a 5 ans, il y a 10 ans, voilà, ce qui est quand même une énorme différence par rapport à nos ancêtres. Donc il y a des fortes raisons d'être optimiste de mon point de vue. L'événement d'aujourd'hui, pour moi, voilà, c'est une brique d'optimisme dans cet ensemble. Voilà. C'est l'idée qu'on peut avoir des gens dont on change la vie, dont on change le parcours par des initiatives individuelles, par l'action, et ça crée un effet collectif. Voilà. Je parlais tout à l'heure de l'optimisme, de l'angélisme aussi qui peut être un danger. Finalement, vous nous parlez du verre à moitié plein. C'est expliquer aussi à tout le monde qu'on ne réussit pas sans échec. Aussi finalement, l'optimisme, c'est aussi se dire qu'on peut avoir échoué dans son parcours, on peut avoir parfois le sentiment de s'être trompé, on peut se lancer dans une start-up, dans un projet associatif, dans un engagement en se plantant, mais que finalement, c'est certainement l'une des plus belles des richesses, ce plantage, parce que ça permet de rebondir encore plus. C'est quelque chose que vous avez dans vos discours et dans vos réflexions? Oui, alors après, je fais toujours... sur le droit à l'erreur. Je trouve que c'est un discours qui peut être aussi assez convenu, parce qu'on dit ouais bon, t'as échoué une fois, deux fois, trois fois. Bon, c'est sûr que si on enchaîne tous les échecs, et à la fin c'est quand même dur à vivre. Oui. Mais en fait, moi je pense que le truc fondamental, c'est plutôt que l'échec c'est un truc très relatif en fait. C'est que l'échec c'est une sensation. Enfin, on ne comprend réellement les choses que quand on a le recul, oui. Et que des choses qui nous apparaissent souvent comme des échecs ou qu'on vit comme des échecs sont en fait soit des opportunités ou des choses qui ont permis de vraiment se recaler vers les choses importantes, les choses efficaces ou les choses à fort contenu, à forte signification. D'accord. Et donc, quand on vit un échec, on se dit rarement, ouais, c'est génial, je vais pouvoir rebondir, etc. Mais c'est vrai que généralement, quand on refait le parcours, on se rend compte que ces moments difficiles ont été des moments de richesse et parfois, dans certains cas, oui, de vraies opportunités. Donc c'est plutôt comme ça que je le mettrais. Oui. Ce qui n'enlèverait au fait que les échecs sont durs à vivre, quoi. Bien sûr. Mais c'est vrai, les chemins de vie, et c'est l'avantage de prendre un petit peu de l'âge, montrent que il y a une profonde vérité là-dedans et que globalement, oui, la phrase classique qui est l'échec en plus fort est une réalité. Oui. Le dernier mot, ensemble, est-ce que le lancement de cette opération, c'est leur dire osez, allez-y, foncez, allez de l'avant? C'est sûr. Alors, c'est toujours sympa de finir sur une ou deux citations. Alors, en plus, maintenant, c'est super facile. C'est le milieu de la technologie. On rentre optimisme dans le moteur de recherche et puis il vous sort 450 trucs. Donc, moi, j'ai plus qu'à choisir. Ça, c'est une des beautés du truc. Il n'y a même plus besoin d'être cultivé. Alors, j'en ai listé. Il y en a plusieurs, là. Alors, j'en ai plusieurs sous les yeux. Je les trouve sympas. Alors, il y en a il y en a une ou deux qui sont vraiment super. Bon, il y en a une qui me semble super pour ce jour d'aujourd'hui. C'est une citation de Charlie Chaplin qui dit « La jeunesse constitue un extraordinaire élément d'optimisme car elle sent d'instinct que l'adversité n'est que temporaire
et qu'une période continue de malchance est tout aussi improbable que le sentier tout droit et étroit de la vertu. Ça, c'est sympa. Oui. Et puis, il y en a une autre que je trouve vachement sympa aussi. C'est Tristan Bernard. Donc, plus personne ne sait qui est Tristan Bernard. Le chanteur. Non, c'était un auteur du 19e siècle qui a écrit. Je suis au 14e siècle, au 14e degré, pardon. Donc, alors, il a écrit plein de pièces comiques et tout. Et alors, celle-là, j'adore. C'est le comble de l'optimisme, c'est de rentrer dans un grand restaurant et de compter sur la perle qu'on trouvera dans une huître pour payer la note. Voilà, ça sera le mot de la fin. Exactement. Votre premier invité était Jacques Galvani. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup.